Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda Vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. Nous venons tous de diverses cités, et c'est cela vraiment notre diversité, la force formidable de notre continent. Et pourtant, nous marchons encore sur des routes fragiles. Comment construire notre Afrique avec ce terme malhabile, cette allure galvaudée loin des initiatives qui pourraient de nos villes faire une place active? Et que dire? Que dire à présent de notre gestion, de l'eau que l'on gaspille parfois sans concession, des ordures recyclables mais jamais recyclées, de ces paysages admirables mais bien souvent trop gâchés? L'histoire rappelle que c'est l'Afrique qui nous rassemble et que pour la construire, il faut agir ensemble. Moi, je veux une révolution de nos villes. Je les veux plus vertes et je veux de l'accueil des cités merveilleuses. Et puis, bon pied, bon œil, au gré de leurs histoires, sur les pas d'une histoire. Car nos villes, c'est l'aventure. Nos villes sont nos miroirs. Pour l'urbanisme intelligent, nos villes nous appellent et nous interpellent pour l'action maintenant. Et bonjour à tous, je m'appelle Hervé Lévy, je travaille à la FAO à Rome et avec Gilles Martin qui va prendre la parole maintenant, nous allons vous présenter une session spéciale sur un instrument que nous avons pratiqué en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le climaton, à 3 reprises mais simultanément dans 3 villes secondaires d'Afrique de l'Ouest. Une opération qui a eu lieu entre janvier et fin février 2023, donc qui est toute fraîche. Et on voudrait vous partager notre enthousiasme sur l'inventivité des jeunes étudiants qui ont proposé des solutions durables dans le cadre de défis posés avec et à leur municipalité. Voilà. Je laisse la parole à Gilles qui va introduire la session dans le détail et les intervenants. Merci Hervé, bonjour à tous. Je remercie l'ensemble des participants et je remercie également Rise Africa pour nous donner l'occasion de présenter nos travaux et pour nous avoir aussi présenté ce petit film d'introduction
sur cette session 2023 de RISE Africa. Et justement, je voudrais entamer notre échange en revenant sur le contenu de ce film qui insiste comme slogan, qui nous invite, à partir de son slogan, excusez-moi, à réfléchir aux villes que nous souhaitons. The city we want, les villes que l'on veut. Et pendant ce webinaire, pendant l'heure 3/4 qui est devant nous, on va prendre finalement cette question-là, cette injonction à réfléchir aux villes que l'on veut, et on va proposer une solution pour répondre à cette injonction, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir être en mesure de dire, eh bien, la ville que je veux, elle est comme ci ou elle est comme ça, et voilà le chemin pour y aller. On va ensemble réfléchir aux outils pour mieux connaître sa ville, pour identifier les défis auxquels elles sont confrontées, pour imaginer des futurs souhaitables et pour construire des solutions. C'est tout ça ce que l'on a essayé de faire dans le cadre de ces climatons. Mais avant de commencer, je vous invite, et vous le voyez normalement à l'écran, je vous invite à scanner le QR code que vous trouvez à l'écran, qui va vous conduire sur un questionnaire en ligne. Donc, vous pouvez utiliser vos téléphones portables pour scanner ce QR code et pour répondre à quelques questions qui vont nous permettre aussi de prendre un petit peu de recul, de mieux vous connaître et d'essayer de vous apporter des éléments d'information sur expliciter la manière à laquelle on peut répondre à cette injonction « The city we want », les villes que l'on veut. Alors, je vois qu'il commence à y avoir quelques éléments de réponse. J'ai à ce stade 2 réponses. Ce que je vous propose, c'est de répondre à ces questions et en me laissant le temps de ces 3 petites questions, c'est très très rapide, en me laissant le temps de vous introduire en parallèle le webinaire. On va être assez nombreux à prendre la parole cet après-midi. Nous sommes 8. On va intervenir successivement. On aura un temps de questions-réponses à la fin des 8 interventions. Et vont se succéder, alors, outre Gilles Martin, donc moi-même, qui travaille à la FAO, au Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de l'environnement. Et je vais vous présenter un cadrage un peu général sur les enjeux des villes de demain et des villes vertes, notamment du point de vue de la FAO. Ensuite interviendra Zoubeirou, s'il a eu le temps de nous rejoindre, Zoubeirou Godabé, qui est directeur du développement de la mairie de Maradi au Niger et de la coopération décentralisée. Puis le docteur Jean Gorzo de l'université de Maradi interviendra et il nous dira un peu comment est-ce que, en tant que docteur, professeur, il s'est engagé dans la mobilisation des jeunes de sa ville sur les transformations urbaines. Hervé Lévite, mon collègue, reviendra sur un peu les fondamentaux de l'organisation d'un climaton, comment est-ce qu'on fait très concrètement, avant que Amélie Parenteau, lointaine collègue du Canada, du Québec, nous présentera les exercices que l'on a organisés pour s'engager dans un climaton. Pauline Régnier, une collègue aussi de la FAO, qui est stagiaire à la FAO depuis quelques mois, nous présentera en quoi est-ce que organiser un climaton peut être fun, peut apporter de la vie, du dynamisme, des interactions, à partir de l'expérience qu'elle a vécue, parce qu'elle a également participé à ces climatons. Et puis, professeur Degandouf à Kaffrine, avec une étudiante, Aïssatou, reviendra sur comment le climaton à Kaffrine s'est organisé et notamment quelle dynamique ça a engendré avec la collectivité, mais aussi au sein des cursus et de la formation en termes de projets pédagogiques, comment est-ce qu'un climaton peut être un outil intéressant. Et enfin, Abdoulaye Guiré, de l'ENAFA, une école à Bobo Dioulasso, Burkina Faso, accompagné de Moussa qui est étudiant à l'ENAFA,
expliciteront comment les jeunes se sont engagés dans la production de solutions et comment solutions par rapport aux enjeux de leur ville ou de sa ville à Bobo-Dioulasso, et comment est-ce que finalement ces exercices, le climaton, peut aussi encourager les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat urbain. Donc voilà le programme, et on terminera par un temps de questions-réponses tous ensemble. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière sur le questionnaire, et si j'y arrive, alors vous me dites si c'est bien le cas, je vais partager les réponses que l'on a collectées. Nous avons 7 réponses, donc est-ce que vous les voyez à l'écran? Normalement, c'est le cas, si je ne me trompe pas, c'est ça? Hervé, tu me fais signe? Vous voyez les camemberts à l'écran? OK. Et donc, avez-vous déjà été mobilisé? Yes. Fine, thank you. Avez-vous déjà été mobilisé par votre municipalité pour discuter de l'avenir de la ville? 5 sur 7 nous répondent oui, 2 non. Donc, c'est assez intéressant. On aura, j'espère, l'occasion d'en discuter plus avant. Mais il y a des villes qui engagent leurs citoyens, leurs acteurs économiques et sociaux dans leur réflexion sur le devenir de la ville. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un climaton? Là, les avis ou les réponses sont plus partagées, presque 50-50, oui, non. Et puis, avez-vous déjà participé à un climaton? On a 3 réponses positives et 4 réponses négatives. Donc, on espère, au travers de ce webinaire, vous donner, d'abord, vous permettre de savoir ce que c'est qu'un climaton, comment ça s'organise, et avoir peut-être envie de participer, sinon d'organiser vous-même un climaton. Je reviens sur le déroulé du séminaire, et ce que je vous propose de faire, comme je l'évoquais initialement, c'est de vous présenter un peu plus précisément, excusez-moi, l'engagement de la FAO à travailler auprès de collectivités et notamment auprès des villes. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. C'est plutôt une organisation qui travaille avec des ministères de l'agriculture dans le milieu rural, avec des agriculteurs. Alors pourquoi diable est-ce que l'on s'intéresse aux enjeux des villes? Alors, je vais prendre quelques détours pour y répondre, mais notamment un élément très important qu'il faut bien avoir en tête, et si vous avez déjà participé à des webinaires de Rise Africa, vous le savez, mais il faut avoir en tête que notre monde change, et notamment sa démographie urbaine est un facteur mouvant en très forte dynamique. Au niveau mondial, entre 1990, qui servira d'année de référence, et 2050, la population urbaine mondiale augmente chaque année de 1,8%. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup. La situation, c'est que dans les continents d'Amérique latine, enfin d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord ou d'Europe, on voit que la croissance urbaine, toujours des villes démographiques, est plus faible que ce plus 1,8%. La croissance annuelle, par exemple en Europe, sur la période 1990 qui sert de référence 2050, ne sera que de 0,3. Donc, on a des villes quasiment stationnaires. On voit que voilà, le rythme de progression est un peu plus fort ailleurs, mais quand on s'intéresse à l'Asie, on voit que là, la dynamique de croissance urbaine est plus forte, au-dessus de la moyenne mondiale, que les réalités de l'Afrique du Nord ou de l'Océanie sont quelque part plus dynamiques que l'Asie. Alors, on parle bien de croissance relative par rapport à 1990, ce ne sont pas des chiffres absolus, sinon l'Asie est bien au-dessus. Et la réalité de l'Afrique, quelle est-elle? Puisqu'on est là dans le séminaire de Rise Africa, eh bien, l'Afrique connaît une croissance démographique urbaine exponentielle, puisque on voit que sa courbe de croissance par rapport à sa situation propre de 1990 est extrêmement accélérée par rapport aux autres continents, et avec une croissance urbaine annuelle de plus 8,3%. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un petit exemple. Maradi, on va un peu parler de Maradi, aussi de Bobo-Dioulasso et de Kaffrine. Maradi, en 1985, c'est une ville du Niger qui compte 86 000 habitants. Et on voit, voilà, j'ai dessiné en rouge, si vous le voyez, les contours de Maradi, ici,
Et la barre bleue, c'est son aéroport. Et puis, on voit des petits satellites villageois au nord et au sud de Maradi. On voit que Maradi est longé par le Goulbi, qui est une rivière qui coule à son côté. 37 ans plus tard, en 2022, Maradi est complètement sorti, bien sûr, de ses limites de 85. On voit que l'aéroport est englobé dans la ville. On voit que les villages satellites sont reliés maintenant le long des axes de communication et la ville pousse dans tous les sens, sauf, et c'est très intéressant et assez particulier, sauf le long du Goulbi, parce que c'est une rivière ou un fleuve qui, en période de pluie, sort de son lit et inonde toute la partie verte qui, du coup, est préservée de l'urbanisme. C'est un élément assez intéressant, on pourra peut-être en discuter. La croissance urbaine annuelle de Maradi, c'est 4,50%, plus élevé même que la moyenne pour le continent subsaharien. Voilà la réalité de la croissance et ça s'accompagne bien sûr de plein de bouleversements. Donc, on peut se poser la question, est-ce que cette croissance démographique met les villes en danger? Alors, pour répondre à cette question, il faut avoir en tête plusieurs choses. D'une part, les villes sont confrontées, comme tous les autres territoires du globe, au risque climatique. Et cette concentration humaine génère de fait une vulnérabilité par rapport aux risques climatiques, d'inondation, de sécheresse, d'extrême température. Deuxième élément, les villes, peut-être plus qu'ailleurs, sont confrontées au choc économique, parce que là aussi, elles concentrent l'activité économique et une guerre à l'autre bout du monde, aujourd'hui en Ukraine, peut avoir des impacts en termes, par exemple, d'approvisionnement alimentaire. Justement, parlons d'approvisionnement alimentaire, nos systèmes alimentaires, et notamment ceux des villes, ne sont pas durables aujourd'hui. D'une part, ils ne répondent pas à l'enjeu majeur qui est de produire suffisamment d'alimentation. On connaît des situations de sous-alimentation en ville, on connaît aussi des situations d'obésité qui se répandent de plus en plus partout sur les villes, même en Afrique. Mais les systèmes alimentaires génèrent aussi des gaz à effet de serre, génèrent des pollutions, connaissent des pertes et des gaspillages. Et voilà, quel peut être le rôle des villes qui consomment, parce qu'elles regroupent la majeure partie des habitants, qui consomment beaucoup d'aliments, quel peut être le rôle des villes pour améliorer la durabilité de ces systèmes? Et puis, quel peut être le rôle des villes pour réduire leur empreinte environnementale? On vient de parler de quelques impacts environnementaux des systèmes alimentaires, mais au-delà, la mobilité, l'énergie, la consommation en eau et toutes les activités humaines qui se concentrent en ville génèrent des pressions sur les ressources naturelles et on peut se poser la question de l'impact de la croissance urbaine sur l'environnement et les écosystèmes proches des villes. Alors, par rapport à tous ces enjeux, bien sûr, il faut considérer que la population urbaine est une richesse aussi pour accompagner ces transformations, réduire ces risques, les maîtriser. Et la FAO propose de soutenir les collectivités et leur population à partir des éléments que l'on sait faire pour faire face aux transformations urbaines qui sont à l'œuvre. Notre objectif, cette offre de services aux collectivités, on l'a appelée l'initiative Ville Verte, donc de la FAO, et elle se propose d'accompagner, d'améliorer le bien-être des habitants et d'accompagner également la résilience des villes au choc climatique, économique, à partir de ce que sait faire la FAO. On n'est pas des urbanistes, on n'est pas des énergéticiens, on n'est pas des spécialistes de la mobilité urbaine. En revanche, en matière d'agriculture urbaine et périurbaine, en matière de forêt urbaine et périurbaine, en matière de système alimentaire urbain, la FAO peut accompagner les collectivités et leurs partenaires économiques et sociaux pour maximiser, par exemple, les services écosystémiques qu'un territoire urbain, au sens large, avec son territoire périurbain, peut générer, abriter, par exemple, pour essayer de faire face aux vagues de chaleur, pour améliorer sa capacité à gérer l'eau en excédent ou en manque quand, par exemple, il y a des périodes de sécheresse ou au contraire d'inondation. La FAO peut accompagner aussi des collectivités pour améliorer les pratiques de production alimentaire en zone urbaine et périurbaine, mais aussi la gestion des forêts en zone urbaine et périurbaine vers des pratiques plus durables et résilientes par rapport au changement climatique. Et enfin, la réflexion que l'on a, c'est essayer de promouvoir un développement urbain qui soit durable et inclusif et qui puisse participer à cette économie circulaire que Iclé
connaît bien, et notamment comment, par exemple, faire en sorte que toute l'alimentation qui concentre les nutriments qui sont nécessaires à la fertilité des sols puisse retourner vers les sols. C'est aussi ça l'économie circulaire, en essayant de développer en parallèle des emplois. Et donc, tout ce paquet, on se propose de le développer avec des collectivités, en mobilisant des outils que connaissent bien les collectivités, la planification urbaine et la réglementation, comme par exemple des plans d'urbanisme, la gestion du foncier, au travers des achats publics et des investissements que les collectivités sont en mesure de faire pour gérer des infrastructures, par exemple, qui soient peut-être plus vertes, qui fassent appel aux végétales, aux forêts, mettre en place des mesures qui incitent à des comportements, à des investissements privés, cette fois-ci, à des modes de consommation, et justement aussi en sensibilisant, en éduquant, à travers des écoles, par exemple, ou des activités publiques. Et puis, les collectivités peuvent aussi mettre en place des systèmes de gouvernance qui incluent davantage les gens en consultant, en impliquant. Alors, il y a des facteurs qui peuvent faciliter la mobilisation de ces outils, une pleine et effective décentralisation, une coordination entre la collectivité centre et puis les villes aux alentours ou les villages, mais aussi une coordination verticale avec l'État. L'approche systémique, c'est très important. Comment est-ce que, en décloisonnant les différents secteurs, en s'intéressant aux enjeux de l'alimentation sur la santé, sur l'éducation, sur l'économie et vice-versa, on peut trouver des solutions nouvelles? Comment est-ce qu'on tisse des partenariats entre zones urbaines et zones rurales? Tout ça sont des éléments extrêmement importants pour réussir la mobilisation de ces outils, qui supposent un temps long, nécessairement. Ça ne se fait pas en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, et qui suppose aussi l'implication de tous, et notamment des jeunes et les femmes, et des femmes, parce que ces populations sont au cœur de nos systèmes, de fait, de nos vies, et ont souvent peu droit à la parole. Pourtant, ils ont des idées, ils ont des propositions, et ils sont force d'initiative. Concrètement, et désolé d'être trop long, les collectivités peuvent jouer sur plein de facteurs. Je vais en citer 3. La protection des terres agricoles et naturelles par rapport à l'urbanisation. Aujourd'hui, la croissance urbaine, notamment en Afrique, se fait à l'horizontale, consomme des terres. Et si on pense que la préservation de terres naturelles et agricoles est utile, par exemple pour combattre les inondations, eh bien, essayons de les garder. Comment faire? Autre levier d'action, les cantines scolaires, et comment, par exemple, les cantines des écoles peuvent être des facteurs de développement en servant aux écoliers des productions agricoles locales, urbaines et périurbaines, de qualité, pour notamment assurer une bonne alimentation aux enfants. Et puis, autre exemple, comment est-ce qu'une ville, tout en bas, peut valoriser ses déchets organiques pour créer de la valeur? Et je vais terminer par un exemple. À Abidjan, aujourd'hui, on met en place un projet avec la ville d'Abidjan pour collecter les déchets des marchés, les donner à manger à des vers qui eux-mêmes vont servir d'aliments pour l'élevage des poules et des poissons. Donc, depuis les déchets, on contribue à alimenter, à fournir des intrants agricoles au niveau du territoire en proximité d'Abidjan. Je vais donner maintenant un autre exemple et on va être conduit à nous rapprocher de nos 3 villes qui vont intervenir et avec lesquelles on a travaillé à la mise en place d'un climaton. Kaffrine au Sénégal, Maradi au Niger et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, dans le cadre de la préparation d'un projet qui s'appelle Ville verte pour la restauration des écosystèmes dans la Grande Muraille verte. Ce projet vise finalement à se dire quoi? Cette Grande Muraille verte, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec, c'est ce grand espace qui mobilise des pays depuis le Sénégal sur la côte ouest de l'Afrique jusqu'à Djibouti sur la côte est, dans cette zone sahélienne au sud du Sahara, qui est justement à l'interface entre le Sahara et les zones plus humides. Et cette zone du Sahel est très fragile. Elle connaît des rythmes de pluie qui évoluent avec le changement climatique. Et ce sont des territoires qui connaissent un développement urbain très important avec des écosystèmes plutôt fragiles. Et l'une des grandes idées pour assurer la durabilité de ce grand espace du Sahel, c'est de renforcer cette grande muraille verte, c'est-à-dire des plantations forestières, des activités qui valorisent aussi la forêt et les espaces naturels dans cette
grande zone qui traverse toute l'Afrique. Et la question que l'on cherche à comprendre dans le cadre de ce projet, c'est quel est le rôle des villes par rapport à cette grande muraille verte. On a dit que les villes sont en croissance, développent des impacts négatifs sur leur environnement, et comment est-ce que finalement elles vont contribuer à préserver ou au contraire à consommer cette grande muraille verte. Et c'est la réflexion qui nous amène à développer un projet avec ces 3 villes, de Maradi, Kaffrine et Bobo-Dioulasso, avec leurs collectivités locales et leurs universités. Alors pour faire quoi? D'abord pour accompagner les collectivités territoriales et leurs acteurs locaux, sociaux et économiques, à décider, à prendre des initiatives, à définir des stratégies, à définir des actions d'intervention pour restaurer leur écosystème et transformer leur système alimentaire. C'est un peu les réponses aux fragilités que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est du point de vue institutionnel, mais aussi très concret en mobilisant des ressources publiques. C'est aussi accompagner des jeunes porteurs de projets, qu'on appelle des agri-entrepreneurs, qui peuvent avoir des propositions de services innovants qui viennent résoudre certains des défis pour le maintien des écosystèmes ou la pérennité des systèmes alimentaires. Et ce qu'on propose de faire, c'est de leur offrir un espace qu'on a appelé Learning Lab, où ils vont pouvoir maturer leur projet, le tester, le confronter à d'autres idées pour aboutir à des nouvelles entreprises et des nouvelles offres de services répondant aux défis qu'on a cités tout à l'heure. Et il y a un 3e axe que l'on imagine faire dans le cadre de ce projet Vivre, c'est décliner ces actions, ces offres de services portées par les agri-entrepreneurs en consolidant des filières durables qui valorisent la Grande Muraille verte et répondent aux besoins alimentaires de villes en croissance, développent des infrastructures vertes en périphérie urbaine qui protègent en retour aussi à la fois la Grande Muraille verte, des extensions urbaines, et la ville des événements climatiques extrêmes qui se développent ou qui vont se développer avec le changement climatique. Et tout ça sera mis en musique entre l'université, la ville, la collectivité locale, les jeunes qui peuvent avoir des idées, qu'ils soient étudiants ou pas étudiants, pour développer des agri-entreprises, et plus largement la population locale. L'idée aussi, c'est de pouvoir consolider une communauté de pratique en associant une 20aine d'autres villes qui sont sur des trajectoires similaires. Et là, aujourd'hui, on est dans une phase, désolé de cette longue introduction, mais on est dans une phase un peu préalable au démarrage de ce projet. Et on a voulu nous engager dans une action qui, à la fois, implique les acteurs locaux, engage des dialogues institutionnels, notamment entre la commune et son université, et mobilise les jeunes vers l'innovation, leur donne le goût à chercher des idées out of the box, comme on dit en anglais, en dehors de la norme et des idées convenues. Et on s'est dit, comment faire tout ça? Comment impulser ces différentes actions? Et c'est tout ce que l'on va vous présenter, le comment faire, c'est ce qu'on va vous présenter sur les minutes qui suivent, l'heure qui suit, tous ensemble. Désolé d'avoir été un petit peu long, je mets fin à mon partage d'écran si j'y arrive, et je voudrais donner la parole, alors je vous prie de m'excuser, je cherche comment mettre fin à mon partage d'écran, et je voudrais donner la parole sans plus attendre. Je prends la parole parce que Zabérou n'arrive pas à se connecter en audio. Donc, on va donner la parole à Dr Jean Gorzo qui va prendre la présentation de la mairie de Maradi. Alors, est-ce que j'ai réussi à rendre l'écran ou je l'ai toujours? Tu l'as toujours. Alors, je vous prie de m'excuser et je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à retrouver la barre. Il y a toujours des surprises. La barre de contrôle qui me permet de rendre... Alors, si quelqu'un peut me prendre l'écran de force, ça peut être pas mal aussi, parce que... Ah, ça y est, je ne regardais pas le bon écran. Voilà. Voilà. Merci. Merci Gilles. Nous voudrions maintenant vous faire une petite présentation sur les défis d'une ville du Sahel, et en l'occurrence de Maradi, que tu avais commencé à présenter, Gilles.
Et pour cela, nous donnons la parole au docteur Jean Gorzo de l'Université de Maradi. Ok, merci Hervé, merci Gilles et merci tout le monde. Donc, je vais voir si je peux partager. Oui. Partager, voilà. Alors, est-ce que vous voyez le partage? Oui. Voilà. Bon, je mets le diaporama. Voilà. Maintenant, on voit le diaporama. Alors, donc, Maradi, c'est une des 3 villes dans laquelle il y a eu le climaton. Donc, Maradi, c'est au Niger, donc, qui est parmi les pays de la Grande Muraille Verte. Donc, Maradi, comme vous pouvez le voir sur la carte du Niger, elle est située un peu au centre, mais à l'extrême sud donc, du pays. Et elle est située un peu à mi-chemin entre la frontière est et la frontière ouest du Niger. Donc, elle est à 660 km de Niamey. Par contre, elle est excentrée par rapport à la partie nord du pays. Donc, on prend la région d'Agadez qui est frontalière avec la Libye et l'Algérie. Donc, c'est plus de à peu près 1000 km. Donc, 1072 km de Maradi. Alors, donc, Maradi, c'est une ville qui est frontalière avec la République fédérale du Nigeria du côté sud, qui a une superficie de 86 km² et qui a un statut particulier en 2010, au même titre que les 3 autres villes, donc la ville de Zander, la ville de Tawa et la ville de Niamey. Donc, c'est ça les villes, en fait, du Niger. Donc, elle a 3 arrondissements communaux, donc commune 1, commune 2 et commune 3. Selon donc, les estimations, la population de Maradi est actuellement de 422 000 habitants. Donc, la densité est très élevée, 90 habitants à l'hectare. Et ceci, donc cet accroissement de la population est dû donc à l'accroissement naturel de la population, mais aussi à l'exode. Donc, la ville de Maradi, c'est une ville qui est très attractive, donc qui attire beaucoup de ruraux, mais aussi beaucoup de personnes d'autres régions. Et du fait que c'est la capitale donc c'est la capitale de la région du même nom, donc tous les services administratifs sont concentrés à Maradi. Donc, tous les fonctionnaires donc, viennent et agrandissent et accroissent la population de Maradi. Donc, cet accroissement de la population a engendré une urbanisation extrêmement rapide de cette ville. Donc, comme le graphe que Gilles a montré tout à l'heure, donc on est passé d'une dizaine de milliers d'habitants donc à plus de centaines de milliers d'habitants en 2023. Alors, donc, lors du climaton, les étudiants ont parcouru la ville, donc, suivant une méthodologie qui a été développée, que je vais en parler tout à l'heure. Donc, et ils ont défini un certain nombre de défis qui s'adressent à la ville. Suivant le plan de développement de la commune de Maradi, donc dans ce document qui a été élaboré, les différentes contraintes environnementales qui assaillent la ville de Maradi ont été identifiées. Donc, c'est ça la première colonne de ce tableau. La ville a un problème de terre aménageable. Du fait qu'elle est un peu encaissée, qu'elle est à l'ouest, il y a la vallée du Gouloubi qui empêche à la ville de s'agrandir. Au nord et au sud, il y a des communes qui sont différentes de la ville de Maradi. Et à l'est aussi, il y a d'autres communes qui empêchent à la ville de s'agrandir. Donc, du coup, tout le territoire de la ville de Maradi est actuellement
consommé à 100%. Donc, il n'y a aucun espace pour pouvoir s'agrandir sur le plan urbain. Alors, donc, les questions d'intercommunalité ne sont pas donc, mises en œuvre. Il y a la pauvreté. Donc, malgré que Maradi, c'est la capitale économique du Niger, mais du fait de l'immigration, donc de la migration, donc beaucoup de gens qui viennent des ruraux, donc ça augmente un peu le taux des personnes pauvres dans la ville de Maradi. Donc, on a parlé tout à l'heure de la pression démographique. Il y a aussi la pollution urbaine du fait de manque de décharge. Il n'y a pas de réseau d'assainissement, si ce n'est que l'année passée, avec l'appui de la Banque mondiale, qui a financé un projet sur la gestion des risques et catastrophes. Donc, on a commencé à faire des caniveaux pour évacuer les eaux, des ruissellements et des eaux usées. Donc, avant, la ville ne disposait pas d'un réseau d'assainissement. Mais jusqu'à présent, les déchets urbains donc, sont là stockés un peu partout, parfois entre deux rues, donc, ou bien sur une même rue, donc on peut stocker les déchets. Donc, il n'y a pas de décharge définitive, donc ce qui crée un problème de pollution environnementale. Donc, la ville s'étale maintenant en dehors du territoire de la ville. Ça va jusqu'à dans les autres communes. Donc, ce qui crée un peu de la conurbation entre la ville de Maradi et les communes environnantes. Donc, du fait que tout l'espace de la ville est consommé, donc on a un problème d'espace, donc des terres cultivables, puisque malgré que c'est une ville, il y a quand même toujours des personnes qui pratiquent l'activité rurale, donc ici en l'occurrence l'activité agricole. Donc, le manque de terre pose un problème à ces genres de ménages. Donc, il y a aussi donc, le problème d'érosion. Alors, donc, les défis identifiés lors donc, de ce climaton, donc, il y en a plusieurs. Donc, il y a un problème de dégradation des terres, il y a les inondations. Depuis presque 3 ans d'affilée, chaque année, on connaît un problème d'inondation de la ville de Maradi. Donc, il y a le problème des déchets. Donc, il y a les émissions de gaz à effet de serre. Il y a les feux de brousse. Ici, quand vous prenez à l'est de la ville de Maradi, donc, il y a une zone où on a créé une ferme avicole, mais aussi un centre caprin. Donc, parfois, c'est une zone qui peut être concernée par des problèmes de feu. Donc, il y a les érosions, mais aussi un problème de sécheresse. Donc, nous sommes au Sahel, donc c'est tout à fait prévisible. Donc, les défis alimentaires, donc il y a l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a beaucoup d'enfants malnutris. Hein. Bon, je ne vais pas dire beaucoup, en tout cas, il y en a une grande part. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont malnutris. Donc, ce qui fait que on a des centres de récupération infantile qu'on appelle des CRENI, centres de récupération infantile et nutritionnelle, un peu partout dans la ville de Maradi. Donc, il y a un très grand centre d'ailleurs ici au sud, à la sortie de la ville de Maradi, donc qui a été géré dans les années 2005 à 2010. Donc, il y a un problème donc, de faible productivité des terres, bon, du fait que toutes les terres sont loties, c'est devenu des bâtiments. Donc, les quelques rares terres qui existent autour de la vallée de Gulbi, donc, du fait de la concentration donc, des exploitants, de la dégradation des terres, donc les terres commencent donc à perdre un peu de leur productivité. Voilà, donc voilà en gros ce que je peux présenter sur le diapo de Zabérou. Parfait. Merci beaucoup, Jean Gorzo. Je me permets de dire que notre collègue Zabérou a retrouvé sa voix à travers le Zoom. Donc, on voudrait l'entendre un petit peu pour confirmer cette analyse. Ce qui nous paraît très important dans la démarche Climaton, c'est d'associer bien sûr les intellectuels ou les universitaires, mais surtout, au cœur de ça, il y a la municipalité, les collectivités locales. Donc, Zabérou, on vous laisse la parole pour un peu confirmer cette première analyse. Est-ce que vous pouvez même apparaître à l'écran si vous voulez, hein?
N'hésitez pas. Oui, merci beaucoup, monsieur Gilles. OK. Merci beaucoup. Donc, j'ai toujours de petits problèmes techniques, mais quand même, c'est bon. Je crois que c'est un problème de connexion. Effectivement, donc, par rapport à la ville de Maradi, donc, j'ai déjà envoyé le diapo de hier. Ce que vous avez constaté et lu, c'est ce qui est là. Jean Borzo vient de présenter rapidement donc, la situation de Maradi, de la ville de Maradi, tant sur le plan climatique, environnemental et aussi sécurité alimentaire. Et retenez très bien que nous, ici, dans la collectivité donc, de Maradi, ici la ville de Maradi, il y a deux documents qui ont été établis il y a de cela quelques temps. Et à travers ces deux documents, on a quand même produit, on a énuméré toutes les contraintes, tous les atouts de la ville de Maradi, en quelque sorte les menaces environnementales et autres. Et ici, on a énuméré un certain nombre donc, de contraintes que déjà Jean-Bordeaux vient de souligner. Et ces deux documents, c'est le document que vous voyez affiché, c'est le chemin d'aménagement, chemin directeur d'aménagement urbain, et aussi un document cadre qui a été élaboré en 2016 par la ville de Maradi même, pour essayer de prévoir dans 5 années, de voir, donc, de comparer et d'avoir des études pronostiques et des études de faisabilité pour la ville de Maradi. Le problème de la ville de Maradi déjà cité, c'est qu'on vit non seulement la situation géographique, je crois que je n'allais pas trop parler du moment où Jean Borzo a tout dit. Et la ville de Maradi est là avec vraiment en parfaite collaboration avec l'université Andrew Potem-Kolodo pour au moins faire des études préalables de ville. Tant surtout la situation qui nous dérange un peu, c'est la question des inondations. Surtout la question des inondations. La ville de Maradi, vraiment, pendant 2 années passées, a vraiment été victime d'une inondation en 2020 qui a même provoqué un déguerpissement d'à peu près 740 ménages pour leur donner un autre site. Et puis le reste, là où ils ont quitté, la ville est là en train de voir comment elle va aménager donc, tout l'espace pour d'autres activités et rémunérations. Je ne sais pas donc où. D'abord, je vais vous laisser, peut-être il y aura des questions, des commentaires après donc, cet exposé. Comme ça, je vais revenir pour répondre aussi à des questions ou à des situations. Merci. Absolument. Merci beaucoup, Zabero. Hein, vous voyez un peu la motivation d'une municipalité à régler l'ensemble de ces problèmes. Alors, une des façons d'agir, Zabero nous l'a dit, c'est de collaborer avec l'université. Et ce qu'on vous offre dans la prochaine présentation de Jean Gorzo, c'est finalement une sorte de résumé du climaton hein, qui a eu lieu dans cette ville de Maradi. Et Jean Gorzo va nous expliquer comment il a mobilisé de jeunes volontaires, parce que tout ça se fait sous la forme de volontariat. Donc, Jean Gorzo, je te laisse encore la parole sur cette question de mobilisation humaine. Merci. Partage. Yes. Là. Donc, vous voyez le partage? Oui. Yes, thank you. D'accord. Alors, donc, je vous remercie à nouveau. Alors, donc là, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur le climaton de Maradi, mais sans rentrer dans dans tous les détails, mais uniquement comment est-ce que les étudiants ont été mobilisés, impliqués dans la réalisation de ce climaton. Alors, donc,
Je rappelle un peu le contexte. Tout à l'heure, Gilles en a parlé. Donc c'est un peu pour faire suite, pour appuyer le projet Vivre. Donc, ce climaton a été organisé avec l'appui de la FAO, les universités. Donc, ici à Maradi, c'est l'université de Maradi. Et la ville de Maradi, donc les villes, les 3 villes, donc ici, c'est la ville de Maradi. Et puis d'autres partenaires qui ont voulu appuyer comme l'Union européenne à travers le financement du... Non, pas l'Union européenne, le Haut Commissariat au 3N, donc qui a financé une partie de l'organisation de ce climaton. Alors, donc, lorsque j'ai pris connaissance de ce projet, j'ai commencé à informer mes étudiants lors des cours que je fais ici à l'université pour leur dire que donc, il y a un événement qui est là à venir et que ça concerne les étudiants, ceux qui sont intéressés. Au moment venu, donc, on va lancer l'appel, ceux qui sont intéressés donc, peuvent postuler. Donc, ça, c'est le premier point d'information pour mobiliser les étudiants, pour leur donner un peu de goût. Donc, je leur ai parlé de tous les avantages qu'ils auront donc, à travers les nouveaux outils, les nouvelles méthodes, les connaissances, le réseau qu'ils vont créer à travers cette activité. Alors donc, le recrutement des étudiants a été lancé en décembre donc 2022, donc, et pour un recrutement en janvier donc 2023. Et puis, les activités proprement dites du climaton ont été lancées en février. Et maintenant, la journée du climaton a été organisée vers fin février 2023. Alors, les étudiants qui ont été sélectionnés ont été répartis donc, dans des groupes. Non, l'appel à candidature a été partagé dans des groupes des étudiants, donc mes étudiants à moi, mais plus d'autres étudiants. Donc, on a réceptionné les candidatures et on a sélectionné les étudiants. Donc, maintenant, après avoir sélectionné les étudiants, on a organisé un groupe, on a créé un groupe test composé de 3 étudiants pour élaborer de manière participative la méthodologie qu'on va déployer dans les 3 autres villes, disons dans toutes les villes. Donc, on a testé cette méthodologie donc, qui consiste à faire un transect. Le long de ce transect, faire une sorte de lecture paysagère, observer tout ce qu'il y a autour et puis identifier à travers ça les différents défis, les différentes contraintes et puis faire aussi des entretiens individuels avec les individus qu'ils rencontrent dans la vie. Donc, cette phase de test a été coachée par des étudiants du Nord. Donc, l'étudiante, si elle était là, elle allait donc témoigner un peu avec qui ils étaient. Donc, il y a des étudiants de l'université au Canada, à Montpellier, et puis les jeunes de la FAO. Donc, ce sont eux qui ont appuyé les étudiants de Maradi. D'abord le groupe test et après les autres groupes. Alors donc, une fois la méthodologie un peu calée, et donc maintenant on a déployé cette méthodologie dans les autres villes. Dans les 3 villes. Ici à Maradi, c'est juste un groupe test. Alors il faut savoir que dans chaque ville, en tout cas ici à Maradi, il y a eu 5 groupes donc composés de 3 étudiants chacun, sauf un qui est composé de 4 étudiants. Donc les autres groupes, hormis sauf le groupe test, ils ont repris la méthodologie, donc la lecture paysagère, les entretiens individuels. Donc, ils se sont organisés en se rencontrant entre eux, en regardant des réunions, mais aussi en rencontrant la ville de Maradi, parce que les défis qu'ils ont identifiés ont été validés d'abord par la ville avant de les traiter le jour du climaton. Donc, une autre phase de mobilisation, c'est les interactions qu'il y a eu entre les étudiants de Maradi et les étudiants du Nord, donc à travers plusieurs réunions virtuelles, parfois sur WhatsApp, ou le plus souvent sur WhatsApp. Si Farida était là, elle allait un peu témoigner comment ils ont fait. Mais aussi, ils ont organisé des réunions en présentiel ici à Maradi, donc pour discuter des défis
donc du choix de comment s'organiser pour aller donc dans la ville. En tout cas, toute la méthodologie donc, a été discutée entre eux en présentiel. Donc, et après, donc, le jour du climaton, les étudiants se sont vraiment très bien mobilisés. Avec l'appui des experts des projets ONG de la ville, donc ici à Maradi, donc ils ont essayé de développer chacun un projet autour d'un défi qui a été choisi par la ville de Maradi. Donc après donc, cette phase de coaching, les étudiants ont travaillé en autonomie pour que chacun développe son business plan, son business model plutôt. Donc, et puis, ils ont exposé ces résultats face à un jury qui a sélectionné la meilleure proposition, en tout cas, qui puisse répondre aux défis identifiés. Donc, à Maradi, c'est le défi de la gestion des inondations. Alors, donc, à la suite, voilà le type qui a gagné le premier prix, donc à Farida, qui devrait être ici pour témoigner, et puis Jalomi, donc les deux qui ont eu le premier prix. Donc, voilà en gros comment les étudiants ont été mobilisés. En tout cas, ils ont été très contents parce qu'après cette présentation, donc, il y a eu des promesses qu'on leur a faites et qui sont en cours. Donc, actuellement, ils sont en discussion avec le CIPMEN dans une phase de pré-incubation de leur projet, donc pour voir dans quelle mesure le CIPMEN peut financer certains, ceux qui sont bancables. Donc, ce qui a davantage encore motivé les étudiants à se mobiliser sur ces genre de questions. Et puis, à chaque fois, en tout cas, de temps en temps, Hervé envoie des appels donc, à projets, donc des petits projets que les étudiants peuvent donc monter pour avoir des financements afin de mieux développer leur projet. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean Gorzo. Peut-être on peut laisser un peu la parole à notre collègue Farida, du coup, pour qu'elle fasse un petit témoignage très court. Ouais, elle n'est pas là. Hein, elle n'est pas là, d'accord. Bon, alors, comme on a pas mal de retard, si vous permettez, on va maintenant vous présenter, on va peut-être redire un certain nombre de choses, mais vous présenter aux uns et aux autres, hein, puisque cette session est filmée, donc elle sera ensuite transmise largement. On va vous expliquer comment on organise pratiquement une telle opération, en tout cas comment on l'a fait dans ces trois villes. Donc, je vais prendre, si c'est possible, l'écran pour une très courte présentation. Est-ce que vous voyez mon écran, du coup, là, d'ores et déjà? Oui. Voilà. Moi, je voulais faire une très courte présentation sur la façon dont on organise ce climaton, dont on l'a organisé. Vous voyez, on a quelques photos qui montrent que les jeunes sont allés sur le terrain. Ça va être l'objet de ce que va vous présenter Amélie dans la suite. Moi, je voudrais simplement dire en quelques mots les 12 points clés. Hein. Le premier point clé, c'est de trouver un petit budget. Et là, en l'occurrence, sur les trois villes, on avait un budget vraiment très, très faible. Et on a réussi, grâce à la mobilisation des mairies qui ont ouvert leurs portes et des universités, quelque chose comme 3 ou 4 000 $. Ça nous a permis de financer une telle opération. Alors, normalement, les climatons qui se déroulent ailleurs en Europe ont des budgets beaucoup plus importants. Donc, il faudra, si on recommence une telle opération, trouver des sponsors. Et les sponsors peuvent être intéressés, donc les projets, bien sûr les donateurs, peut-être les sociétés privées, hein, ça se fait beaucoup. Mais en tout cas, c'est important de trouver quand même un minimum, notamment pour avoir une animation, de la communication, etc. Ça, c'est très important. Mais c'est le premier point. Ensuite, très, très vite, si vous êtes dans une autre ville que ces trois villes, en quelque sorte, il faut quand même parler aux élus, à la municipalité, pour évoquer cette intervention dans sa ville, en quelque sorte, hein, qui va amener à des déplacements
de volontaires à la découverte de la ville, d'une part, et qui vont aussi traiter des thèmes environnementaux qui sont de l'intérêt de l'équipe municipale. Alors, ce qui nous a été présenté sur Maradi, vous avez vu, il y a une douzaine ou une quinzaine de thèmes qui ont déjà été choisis par les différents travaux. Hein, donc, ce qui est très important, c'est de faire ce deuxième acte, en quelque sorte, qui ne se traduit pas d'ailleurs par quelque chose d'écrit, hein, qui peut être tout à fait oral, mais qui fait qu'il y a un accord pour organiser une telle opération. Ensuite, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Jean Gorzo a bien présenté la façon dont on appelle des volontaires. En ce qui concerne des étudiants, pour eux, c'est une super opération quand même, de découverte, pédagogique, de quelque chose de très pratique, hein, qui met en avant leurs connaissances théoriques, en quelque sorte. Donc, il y en a plutôt pas mal, hein, qui proposent aussi leur CV. Et bon, on vous le dira après, on va proposer qu'il y ait une sorte de prix, hein, de certificat qui permettra aussi de valider sur leur CV une telle opération. Ensuite, et ça on va vous le présenter par la suite, il faut aussi préparer, parce que le climaton, c'est une opération d'idéation, hein, une rencontre pendant 36 heures en l'occurrence, 1 ou 2 jours de gens de manière collective. C'est ce qu'on a titré l'intelligence collective au service de la ville durable. Mais ça nécessite quand même 1, 2 ou 3 séquences en quelque sorte de formation, ce qu'on a pu mener au cours du mois de février à distance, hein, pour expliquer la démarche et puis pour donner aussi des outils. Pauline vous en parlera par la suite. Ensuite, ce qui nous apparaît important, c'est effectivement de l'intelligence collective. On avait dans chaque ville une quinzaine d'étudiants, mais ce qui est important, c'est de mettre les gens par équipe. Hein. En l'occurrence, on a choisi de faire travailler les gens en équipe de 3. Dans le cas de Bobo Dioulasso ou de Catherine, je ne me souviens plus, ils se sont regroupés en équipe de 5 personnes. Mais ce qui est très important, c'est de faire un jeu collectif, un travail collectif, parce que c'est ça qui fait émerger le plus d'idées. En l'occurrence, dans le cas du climaton du projet Vivre, on a réussi à faire des jumelages avec des universités du Nord. Ça, c'est aussi une possibilité, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui nous paraît très important, la 6e étape, c'est d'aller sur le terrain. Hein. En l'occurrence, on a travaillé avec des jeunes qui étaient plutôt de profil forestier ou agronome et qui connaissaient assez peu les questions urbaines, mais on leur a fait traverser la ville et choisir un défi avec la municipalité et avec les interlocuteurs qu'ils ont pu rencontrer sur place. On repasse sur la case ensuite municipalité. Ce défi que les jeunes ont choisi, il faut qu'ils fassent passer une étape de validation par la municipalité. C'est très important, hein, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, pour avoir ensuite du poids dans l'avenir, on veut résoudre un problème qui n'est pas géré par la municipalité par d'autres moyens qu'un climaton, bien entendu. Je passerai sur l'aspect communication, c'est important. Hein. On a réussi à faire des banderoles d'information, peut-être pas dans la ville à ce stade, plutôt vers l'université. On a offert des t-shirts, on a contacté la presse et les réseaux sociaux, donc ça c'est important. Ensuite, et c'est un point très important, c'est quand même une sorte de concours, de compétition climaton, donc il faut un jury. Là, on a mobilisé localement les ONG, les projets, l'administration, etc. et la mairie, hein, et pour donner un caractère quand même officiel, hein, avec des critères de choix. Et puis ensuite, on a lancé Climaton, ça vous sera décrit de manière précise par Justine dans ce qui suit. À la suite de ces 36 heures de réflexion et de pitch devant un jury, il y a bien sûr une nécessité de créer une séance de récompense, hein, par des certificats, je l'ai dit, mais aussi par des petits prix. Alors, on est en train de travailler ce sujet. C'est très important pour certains hackathons, climatons, on arrive à donner de l'argent de manière importante
aux gens, aux groupes qui sont dans la compétition. Donc, c'est une très grande motivation. On n'a pas réussi à le faire à ce stade, mais pour les prochains climatons qu'on organisera, bien entendu, on offrira des prix. Et enfin, dernière étape, la 12e étape, c'est la valorisation. Alors, cette séance aujourd'hui est une valorisation de ce projet Climaton. Donc, c'est par des événements, par des contacts avec des investisseurs. Et on a en particulier des investisseurs qui veulent investir dans l'entreprise africaine de la restauration, dans les métiers verts en quelque sorte, hein, dans la restauration, l'agroalimentaire, dans les déchets notamment. Hein. Donc, on va les mettre en contact avec des investisseurs privés ou publics. Et puis, on va les mettre un maximum au contact de projets. Donc, en fait, un climaton, pour résumer, c'est faire vivre un défi et le faire évoluer vers des solutions qui sont ensuite portées, donc qui rentrent dans la tête de la collectivité elle-même et puis qui vont progressivement enrichir peut-être nos collègues de l'université du Ciné Saloum et de l'ENAFA en parleront, qui vont peut-être évoluer dans les incubateurs qui sont en train de naître dans les entreprises. Donc voilà, moi j'en ai fini sur mes 12 actions clés et je donne la parole donc à Amélie qui va nous présenter le grand bain. C'est comment des jeunes vont à la découverte de leur municipalité, de leur ville. Amélie, c'est à toi. Merci Hervé. Alors, bonjour à tous. Pardon? Je vais couper ma vie. Alors, très contente d'être parmi vous ce matin pour moi en direct du Canada, donc au Québec. Comme vous l'a dit Hervé et comme a déjà très bien expliqué Dr. Jean Gorzeau, il y a eu un groupe test qui a testé la méthode des exercices préparatoires pour le climaton, dont j'ai eu la grande chance de pouvoir participer. Contrairement aux collègues africains, je n'avais pas de travail terrain, donc j'étais vraiment impliquée au niveau du support puis au niveau de tester la méthode. C'est pour ça que je vais vous parler des exercices ce matin qui ont été développés. Donc, ces exercices, cette phase préparatoire qui mène ensuite à une proposition de défi autour duquel les journées de climaton vont pouvoir se dérouler. Après, d'autres collègues, comme Hervé l'a dit, prendront la relève là, pour expliquer comment ils ont vécu ce bel événement, cette belle aventure. Alors, si vous me permettez, je vais vous partager quelques photos. C'est pas long. Je ne sais pas si j'ai coupé mon écran, mon partage d'écran. Est-ce que c'est le cas? Non. Et je ne vois plus le bouton. Normalement, tout le monde est co-hôte, donc vous pouvez juste partager votre écran et ça prendra le dessus. D'accord. Ah oui, bon, je vais essayer ça. Alors, est-ce que vous... Non, vous ne voyez pas mon écran, c'est encore celui d'Hervé, hein? Bon. Sinon, je continue sans photo. Absolument. Ah, voilà. C'est ça. Ça a marché. D'accord, je repartage. Désolée tout le monde. Ça y est, est-ce que vous voyez ma... Oui. Oui. Oui, super. Donc, avant même de réaliser la première étape de préparation pour le climaton, vraiment, les groupes ont pris le temps de se connaître. On a déjà parlé des jumelages des universités du Sud et du Nord. Donc, tout le monde était curieux de se connaître. On a dû faire preuve quand même de créativité là, pour contourner certains problèmes de connexion. On a utilisé des courts messages, des vidéos, des partages de photos avec une application WhatsApp, pour ne pas la nommer, là, qui a été très, très utile. Donc, une fois que tout le monde a fait connaissance, les étudiants, c'était le temps vraiment de se lancer dans le grand bain. Je vais changer le diapo.
La première activité, Dr. Jean Gourzeau en a déjà parlé un petit peu, mais je vous dis comment on l'a vécu de l'intérieur. Les groupes ont réalisé le transect. Donc, ils ont fait une traversée de leur ville d'environ 1 kilomètre, s'arrêtaient à chaque 200 mètres pour vraiment bien observer puis noter ce qui se passait autour d'eux. Vraiment, ils nous ont fait voyager. On a échangé les photos. Une excellente façon de découvrir et de redécouvrir la ville parce qu'il faut dire aussi qu'il y a plusieurs étudiants ne sont pas nécessairement originaires des villes où ils étudient. Donc, cet exercice, ça a pu générer une multitude d'informations sur le milieu urbain. Par exemple, là, vous pouvez le voir sur les infrastructures des systèmes alimentaires, aussi sur les espèces animales. Je ne sais pas si vous voyez bien la vache, les espèces végétales qu'on retrouvait, les zones cultivées, mais aussi certains problèmes qui ont pu être observés, dont on a déjà discuté par rapport aux inondations, aux déchets, etc. Donc, avec cette promenade qui durait plus ou moins 3 heures, on a déjà pu avoir une certaine idée des fragilités de la ville en matière de résilience climatique, puis aussi quant à la biodiversité, puis aussi par rapport aux dynamiques des systèmes alimentaires. Maintenant, la deuxième étape, on veut connaître l'opinion des habitants des villes, donc savoir ce qu'ils pensent avec le persona. Donc, chaque étudiant du Sahel réalise des entrevues avec 3 personnes différentes. Ça peut être des commerçants, des collègues. Bref, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un échantillon assez varié. On adresse des questions sous forme d'échange, on discute des besoins, des perceptions, de ce qui pourrait être amélioré non seulement pour la résilience des villes, mais aussi pour la qualité de vie des habitants. Puis avoir en tête le persona, puis même il y en a qui ont imprimé une photo, là, des photos, ça peut être très utile puis inspirant lors des journées même du climaton pour se rappeler pour qui, pourquoi on cherche les solutions. Finalement, le dernier exercice, qui est la carte des acteurs. On dresse un tableau à l'issue d'une tempête d'idées ou d'un brainstorm d'environ 1 heure en équipe. Ça n'a pas besoin d'être exhaustif, mais ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de voir qui pourrait nous aider, quelles sont les ressources qui existent déjà, pour éventuellement vraiment penser déjà concrètement à la mise en œuvre de solutions. Puis, on peut voir aussi à l'inverse, est-ce qu'il y a des acteurs qui seraient un peu plus difficiles à convaincre? Donc, on peut avoir une idée, des leviers, des défis. Donc, mais le but de ces étapes, c'est vraiment pas de produire une analyse scientifique. L'idée demeure de conserver une méthode qui est simple, mais conviviale vraiment pour les jeunes, et qui permet vraiment d'avoir une base de connaissances et d'inspiration pour formuler les défis de résilience des villes, sur lesquels, très important, les étudiants aussi pourraient avoir envie de travailler. Parlant d'inspiration, Hervé en a déjà parlé de 3 ateliers qui ont été élaborés sur mesure. Les outils, puis Pauline va en parler aussi, mais juste pour dire qu'on a vraiment eu, oui, l'information sur les problématiques, mais aussi sur les solutions en matière de résilience. Ensuite, grâce à ces exercices d'exploration, les étudiants, là, maintenant, on sentait qu'ils étaient prêts à réaliser la dernière étape qui est vraiment préalable aux journées de climaton. Pour moi, j'étais vraiment impressionnée, là. Ils ont eu l'opportunité de prendre la parole devant les autorités municipales. Ce n'est pas rien. Vraiment de suggérer leurs défis, puis aussi de s'exprimer qu'est-ce qu'ils trouvaient que c'était prioritaire. Et c'est là aussi que le transect, le persona, la carte d'acteur peut venir appuyer les propos des jeunes. Donc, suite aux suggestions de chacune des équipes, comme on a déjà dit, la mairie après choisit un défi qui va être vraiment le sujet de travail de la journée du climaton. Événement culminant de la démarche, donc je vous montre quelques photos moi aussi. Et maintenant, je cède la parole à ma collègue Pauline qui va vous en parler plus en détail.
Alors, je vais activer une caméra pour que me suiviez. Donc, je suis Pauline Régnier, étudiante en école d'ingénieur agronome. Je vais vous partager mon écran. Donc, moi, je vais vous décrire un peu plus ce qui s'est passé lors du climaton. Donc, dites-moi si vous arrivez à voir mon écran. OK. Oui. Donc, moi, je n'y étais pas à ce climaton concrètement, on va dire physiquement, mais j'ai pareil que, tout comme Amélie, j'ai participé à aider à construire toute cette démarche. Donc, je vais vous présenter théoriquement ce qui a été prévu pour ce climaton. Donc, tout d'abord, avec Amélie, on avait une réflexion avant de mettre tout ça en forme et on avait décidé de mettre un nuage de mots-clés pour définir ce climaton. Et comme elle le disait, donc tout est autour de la collaboration. Donc, il y a des mots comme communication, respect, ouverture d'esprit, bienveillance, intelligence collective convivialité, qui sont clés pour une bonne collaboration entre les jeunes du Nord et les jeunes du Sud. Et surtout au centre, je l'ai mis en plus gros, on a mis fun, parce que l'objectif n'était pas d'avoir une approche très appliquée, très théorique, très scientifique, mais plutôt de rentrer dans un processus de design où on sent que toutes nos idées ont leur place. Et donc, c'est pour ça que plusieurs exercices ont été mis au point durant ces journées de climaton pour Pauline, stimuler l'imagination. Oui. On ne voit pas tes diapos, en fait. On voit que la première. Je vais rester comme ça, alors si vous les voyez comme ça, oui. Voilà. Et du coup, voilà, vous avez le fun au milieu. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir des exercices qui stimulent vraiment l'imagination de tout à chacun. Et donc, pour ça, voici le déroulé du climaton spécifiquement. Donc, au début, on a une introduction et la mise en place d'un mur de photos. C'est ce qu'on peut voir au fond, là, sur la photo qui est à droite. L'idée étant d'imprimer des photographies de la ville afin d'avoir une représentation de à quoi elle ressemble et surtout d'avoir une stimulation visuelle qui permet aussi de stimuler l'imagination. Ensuite, il y a eu la présentation des objectifs, donc réfléchir ensemble à des solutions qui répondent aux défis, construire des solutions structurées qui tiennent en compte des acteurs de la ville et des futurs souhaités et apprendre à présenter une solution en équipe devant un jury avec le pitch de fin. Donc, on a aussi eu le rappel des règles qui recroise le nuage de mots que je vous ai présenté juste avant, où tout le monde doit pouvoir se sentir libre d'exprimer ses idées sans jugement. Ensuite, un autre exercice qui a été mis en place, c'est l'arbre des défis. Donc, un défi a été choisi par ville, comme par exemple comment limiter les impacts des inondations dans la ville. L'idée étant que chaque participant pose un post-it qui réponde à ce défi avec leurs idées. Et donc, l'idée, c'était de mettre ensuite ces post-it sur un arbre, comme on peut le voir sur la photo. Donc, plus on est bas, près du tronc, plus le sujet est important et fédérateur. Et plus on monte vers les branches, moins le sujet est crucial. Donc là, c'était plus pour voir ce qui nous inspire, comment ce défi-là nous inspire, par exemple. Donc là, on est toujours dans une dynamique d'équipe, hein, en prenant en compte toutes les idées. Ensuite, on a toute la démarche de réflexion autour des solutions à proposer, autour des défis qui ont été proposés par les petites teams, petites équipes. Donc, tout d'abord, avant de commencer à réfléchir aux solutions, il faut bien comprendre son défi, donc sa nature, les personnes concernées, les acteurs potentiellement impliqués, sa périodicité et son évolution possible, pour pouvoir ensuite trouver une solution qui, ici, devait être un projet concret entrepreneurial avec une proposition de valeur. Et c'est là que la cartographie des acteurs et les personas rentrait en compte, puisque, comme l'a dit Amélie juste avant,
ce travail sur le terrain permet de proposer des solutions plus adaptées au contexte. Ensuite, le World Café, donc l'idée c'est donc au sein de sa petite équipe de chercher des solutions, de les mettre à plat sur des post-it et ensuite de changer avec la table voisine les équipes pour réfléchir aux solutions des défis, des autres défis, pour qu'en fait, il y ait un maximum de cerveaux qui travaillent sur ces défis-là et qu'on stimule au maximum l'intelligence de tout le monde, puisque notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Et enfin, une fois qu'on a fait le tour de toutes les tables, on peut positionner les post-it dans le tableau que vous avez juste en dessous, avec les solutions, donc en classant les solutions selon si elles sont faisables, si elles nécessitent un investissement élevé, si elles sont déjà mises en œuvre et donc à améliorer, ou si elles sont impossibles. Donc là, en fait, on quitte la partie imagination, design, où on n'a aucune limite et on peut proposer des choses qui sont vraiment même parfois tirées par les cheveux, pour que, en fin de compte, maintenant, on rentre dans le concret et qu'on choisisse la solution la plus applicable. Donc, le World Café n'a pas forcément bien marché sur le terrain parce que c'est un exercice peut-être un peu difficile à comprendre. Mais il est quand même très intéressant dans le sens où ça nous permet de sortir de notre défi pour aller voir ce qui se passe ailleurs et donc mélanger tout pour que l'intelligence collective fonctionne bien. Et finalement, une fois qu'on a notre idée, l'idée c'est de la structurer encore plus et de la rendre encore plus faisable en créant donc le business model Canva dont vous avez entendu parler juste avant, avec les partenaires clés, les activités clés, etc. Pour bien le détailler et pour que là, on ait vraiment une valeur additionnelle grâce à cette solution proposée. Donc, voici des images du pitch qui a été fait face au jury avec des gagnants. Donc, le jury que vous voyez à gauche. Et par exemple, voici un exemple de diapositive qui a été présenté. Donc là, c'était à Maradi par le groupe 2 sur la problématique d'inondation. Donc, généralement, dans le pitch, vous aviez une présentation de la problématique. Donc là, ils l'ont fait sous forme de flèche avec les conséquences et ce que ça veut dire, donc, pour expliquer le phénomène d'inondation. Ensuite, ils avaient aussi donc, des images récoltées grâce au transect. Et finalement, la solution apportée, donc, comme ici, ce que vous pouvez voir avec des séances de curage et ramassage des déchets. Voilà, je pense que c'est bon pour moi. J'espère que je n'ai pas débordé sur le temps. Et après moi, je ne sais plus qui doit intervenir. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup, Pauline. Alors, on a pris effectivement pas mal de retard par rapport au programme qu'on avait fixé au départ. Alors, on voudrait quand même entendre encore les 2 témoignages des professeurs des universités de Kaffrine, de l'université du Ciné Saloum, puis de Bobo Dioulasso. Et ce qu'on voudrait, c'est que ce soit, si vous me permettez, professeur, quelque chose qui soit aussi assez rapide pour soulever un certain nombre, sans revenir sur tous les détails du climaton, mettez en avant 2 aspects. En ce qui concerne Kaffrine, c'est important pour nous d'avoir cette relation forte, cette dynamique avec la mairie. Hein, quels sont les apports pédagogiques d'une part pour l'université, mais aussi comment la mairie a réagi au climaton. Et en ce qui concerne Bobo Dioulasso par la suite, comment accompagner ensuite les jeunes suite à un climaton dans finalement une phase d'entrepreneuriat. Voilà. Alors, je donne la parole au professeur Diegane Diouf de l'université du Ciné Saloum. Merci beaucoup, Hervé. J'essaie de partager mon écran. Ça va aller vite, mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver le bon élément pour le partager. À moins que vous puissiez le faire pour moi. Je crois que c'est bon. Je crois que j'y arrive. Voilà.
Excusez. Rapidement. Ok, climaton. Ok. Parfait. On voit. Voilà. Parfait. Oui. Préparation diapositive. Très bien. Vous voyez l'image? Oui. Ah, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais faire la présentation, mais il y a deux autres collègues, enfin, un collègue et une étudiante qui va intervenir par la suite donc, pour vous parler. Parce que ce travail, on l'avait préparé avec mon collègue Dr Papengour Sarsadio, qui est connecté également. Donc, cette image, je la présente parce que c'est revenu plusieurs fois, mais elle est symbolique. Hein? Elle est symbolique dans le sens où elle elle met en relief cette dynamique qui a été créée à travers le climaton. C'est une dynamique avec différents acteurs qui sont représentés, si vous regardez bien, sur les logos en partant de la gauche vers la droite. Déjà, nous sommes une institution publique, donc soutenue par le gouvernement. Donc, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est soutenu. Les partenaires techniques et financiers qui sont représentés ici par la FAO, qui a joué un rôle particulièrement important parce qu'il faut reconnaître que le climaton a été financé par la FAO, mais également l'Amérique, comme l'on dit, tous ceux qui ont intervenu, a été un partenaire dynamique, d'autant plus que c'est ce partenaire qui a validé les questions les défis qui ont été soulevés par les étudiants, mais également l'université. Et donc, avec l'appui des collègues, en particulier mon collègue Papengour Sarsadio, qui a accompagné les étudiants. Et cette dynamique, ça répond justement à une idée qui a été évoquée par Gilles dans sa présentation tout à l'heure, à savoir l'implication des acteurs locaux. Parce qu'effectivement, la mairie s'est beaucoup impliquée dans cette dynamique. Mais également, le dialogue avec ces institutions qui a été évoqué tout à l'heure et l'engagement des jeunes. Et tout cela, pourquoi faire? Pour répondre à une préoccupation de l'Université de Sine Saloum, que l'image que vous avez ici représente l'université avec ses 3 campus. C'est une université, disons, multicampus, mais c'est la particularité de l'université et que c'est une université qui est donc en province. Contrairement aux autres universités du Sénégal, les premières sont toutes sur la côte. Et pour répondre à 3 missions, la formation, la recherche et le service de la communauté. Et on a trouvé que le climaton a été un excellent outil pour aller dans le sens justement de cette dynamique qui a été présentée, à laquelle nous avions adhéré et qui rejoint justement le projet Vivre, à savoir un dispositif université, territoire, entreprise, que l'on abrège en DUT, dispositif université, territoire, entreprise. Et l'occasion nous a été donnée dans le cadre de ce climaton, donc de travailler avec la mairie sur leurs préoccupations, à savoir donc les questions qui les intéressent particulièrement. Je ne reviens pas parce que Pauline l'a parlé tout à l'heure dans la démarche par rapport à tout ce qui a été fait, mais également Hervé, sur les différentes démarches, mais pour dire que les étudiants ont eu la latitude d'aller sur le terrain, donc de voir exactement quels sont les défis. Bien entendu, il y a eu des enquêtes et tout, accompagnées par mon collègue Papengour Sarsadio, et ils ont identifié un défi, et ce défi leur permettrait donc de voir comment est-ce que l'université peut contribuer aux activités de la zone d'implantation de l'université, à savoir donc la collectivité. Et le cas particulier que nous avons évoqué ici, et qui a été, c'est un des projets, hein, il y en a d'autres, mais c'est parmi les projets qui ont été retenus, un des projets, c'est le projet pédagogique sur la problématique de la gestion des déchets, et qui devrait aboutir à l'entrepreneuriat vert. C'est très important parce que nous, dans notre démarche, le projet pédagogique de Hussein a été fondé sur ce qu'on appelle une approche par compétence, donc qui voudrait responsabiliser les étudiants. Mais en plus de cela aussi, leur faire comprendre que l'emploi salarié, ça ne sera pas donné à tout le monde. Donc, comment faire pour qu'à partir de ce qu'ils sont en train de faire, leurs études, qu'ils puissent aussi créer un projet qui permettra de les employer, mais également d'employer d'autres personnes. Et c'est là où on a trouvé le climaton particulièrement intéressant, parce que ça a permis donc de répondre à une problématique qui était une problématique très importante pour la ville de Kaffrine, et qui a d'énormes difficultés parce que la ville, comme l'a présenté Gilles,
comme Maradi, comme d'autres villes africaines aussi, s'est développé très rapidement et il se pose un problème crucial d'inondation, mais également de gestion des déchets. Et c'est pour ça que ce projet a été, le Climaton a été pour nous une démarche très importante. Vous voyez ici sur la photo, mademoiselle Aïssa Touba, qui va revenir tout à l'heure pour nous parler de cela, mais c'est pour dire la collaboration donc, entre l'université, les partenaires publics, mais également privés, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers, et qui ont permis de répondre à une préoccupation particulière, à savoir donc la gestion des déchets, mais également l'entrepreneuriat vert, parce que les étudiants mettaient en pratique ce qu'ils ont appris théoriquement en classe, et ça leur a permis également donc de dégager des pistes qui leur permettront de trouver des solutions. Ça a été dit, et je termine par là, que les projets, finalement, on leur a demandé de les fusionner pour être intégrés dans l'incubateur de l'université qui s'appelle Lab Hussein. Actuellement, ils sont en train de faire une formation pour pérenniser leur projet et aboutir à peut-être des activités génératrices de revenus. Merci beaucoup et peut-être Aïssatou, Hervé va prendre la parole pour... Oui, c'est Aïssatou qu'on aimerait entendre. Merci beaucoup, professeur Diop, c'est vraiment très intéressant. Aïssatou, quel est votre témoignage? Très rapidement, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais on peut vous entendre. Bonjour à tous. On vous écoute. Allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend très bien. D'accord. Donnez-nous en 1 minute ou 2 minutes votre état d'esprit par rapport à cette opération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Diegan. Je m'appelle Aïssa Touba et je suis étudiante en licence 3 en communication pour le développement à l'UCAN. Comme l'a si bien dit Monsieur Diegan, le climat est très exceptionnel pour nous parce que cela nous a permis vraiment de découvrir la ville de Kaffrine parce que nous sommes là pour étudier et voilà, on se contentait juste d'aller au campus et de revenir dans nos maisons. Mais grâce au climaton, ça nous a permis un peu de découvrir la ville de Kaffrine, mais également de découvrir ses problèmes et un peu, on était en relation aussi avec la municipalité de Kaffrine. Nous avons fait des exercices, comme on l'a dit tout à l'heure, des transects et autres. Et vraiment, le climaton nous a permis d'un peu plus nous impliquer, non seulement dans la ville de Kaffrine, mais également dans les questions climatiques environnementales. Et comme l'a dit M. Diegan tout à l'heure, après le climaton, nous avons mis en commun nos projets que nous avons présentés à l'incubateur UCAN. Et en ce moment-là, nous sommes dans des procédures pour la réalisation de ce projet. Ah. La liaison est un petit peu instable. Elle a plutôt coupé son micro, je crois. Ah oui. Aïssatou, ton micro est coupé. Désolée, je ne me suis même pas rendu compte. Très bien. En tout cas, merci de ce témoignage. Comme il nous reste vraiment très peu de temps, je voudrais donner la parole à professeur Guéré Abdoulaye de l'ENAFA de Bobo Dioulasso Matourkou pour qu'il nous fasse une courte présentation, encore une fois, de ce qui se passe sur place à Bobo Dioulasso, qui est la 2e ville du Burkina Faso, comme vous le savez tous. Comment les jeunes peuvent être ensuite accompagnés vers un entrepreneuriat vert. Abdoulaye, vous avez la parole. Est-ce qu'il est encore avec nous? Oui, je suis là. Oui, très bien. Voilà. Bon, on va essayer de faire une petite présentation, mais on va essayer d'être un peu assez succinct quand même. Oui.
Voilà, je pense qu'on est déjà pris par le temps. C'est ça, c'est ça. L'essentiel, c'est peut-être dans le message, bon, Maturku en quelques minutes, mais surtout… Oui, je pense que Maturku… La dynamique. Seulement que, bon, moi, c'est Abdoulaye Guiré, je suis enseignant au niveau de l'ENAFA de Maturku, qui est une école nationale de formation agricole qui est basée au niveau de la ville de Kobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Donc, voilà, on fait formation en tout cas des agents de l'agriculture. Différents profils également sont formés au niveau de chez nous. Je pense que dans le tableau qui montre un peu le profil des différents candidats, on pourra également voir ça à ce niveau. Donc, pour d'autres personnes qui aimeraient peut-être comprendre ce que l'ENAFA fait, on pourrait également le faire en off ou à travers d'autres activités. Et concernant un peu déjà le climaton, à proprement dit que l'ENAFA a abrité dans le cadre du projet Ville Verte, il faut dire qu'à notre niveau, lorsqu'on a été sollicité, on a voulu également faire participer également des universités partenaires et des universités sœurs qui également sont autour de la ville de Bobo-Dioulasso ou à l'intérieur de la ville de Bobo-Dioulasso. Donc, à ce niveau, on a voulu faire intervenir différents profils en termes en tout cas de compétences ou en termes de connaissances. Donc, 5 groupes également ont été au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso, à l'instar également des 2 autres villes qui ont participé à ça. Et au niveau de chaque ville, on peut voir qu'il y a vraiment un mix de différents profils. On a, pour l'ensemble des 5 groupes, les profils varient entre des agronomes, des gens également du domaine de l'élevage, des élèves également inspecteurs eaux et forêts. On a également des élèves en vulgarisation agricole, des élèves en pédologie, des élèves également en tout cas différents profils, des techniciens supérieurs et tout ça. Donc, l'idée également était qu'on ait vraiment une approche vraiment holistique également de la problématique autour des villes, notamment de la ville de Bobo-Dioulasso, et que vraiment dans cette approche diversifiée-là, qu'il y ait également peut-être des échanges, des débats contradictoires, et que, en tout cas, des solutions, les meilleures, en tout cas, puissent émerger également de ces différentes approches et des différentes, en tout cas, visions de ce que peut être une ville, ou bien de ce que nous voulons comme ville également, comme cela a été dit initialement en entrée. Après avoir décliné, en tout cas dans les premières présentations, l'approche du climaton, en collaboration également avec la ville de Bobo-Dioulasso, il y a le défi qui a été choisi, porté également sur la gestion et la valorisation des déchets de la ville de Bobo-Dioulasso. Et vraiment, c'est en collaboration et de manière vraiment participative également avec la ville de Bobo-Dioulasso que ce défi a été arrêté. Et ça faisait partie également, en tout cas, de l'idéation, en tout cas, des défis proposés également déjà par les différents élèves là qui ont proposé en tout cas des défis autour également de ces questions-là. Et donc, la formulation, en tout cas, arrêtée et par l'ENAFA de Maturku et par la ville de Bobo-Dioulasso était en tout cas la gestion et la valorisation des déchets. Et pour ces défis, il faut dire que c'est un défi d'intérêt, comme je le disais, qui en tout cas a été relevé et par les élèves, également d'intérêt particulièrement pour la municipalité de Bobo-Dioulasso, d'intérêt également car également ça avait pour l'ENAFA également de Maturku un fort potentiel entrepreneurial. Donc on a vraiment arrêté également ce défi parce que ça en tout cas ça regroupait tous les différents intérêts des différents partenaires autour également de ces climats. En termes d'approche, il faut dire qu'on a 5 groupes qui avaient des approches vraiment assez diversifiées, et en tout cas en fonction de ce qu'ils voyaient en tout cas comme solution par rapport à la problématique. Le premier groupe, en tout cas, a proposé une approche de transformer les déchets plastiques en matériaux de construction de très bonne qualité au profit de la population. Je pense que lorsqu'on regarde l'image qui est là, on a une ville assez jolie. Et l'idée également au niveau de cette image, c'est vraiment de faire attention aux pavés. Ici, on a des pavés et l'idée de ce groupe-là, c'était en tout cas d'utiliser en tout cas les matériaux plastiques, les déchets plastiques et de pouvoir les transformer en des pavés qui peuvent être également utilisés pour pouvoir également améliorer le cadre de vie, déjà de débarrasser la ville de tous ces déchets et également d'utiliser également ça pour pouvoir également en tout cas améliorer en tout cas les pistes et même les routes avec ce type de matériaux. Il faut dire également que comme la ville de Bobo-Dioulasso, beaucoup d'autres villes du Burkina également sont en tout cas en chantier, en construction. Et ce type de matériaux également peut être également beaucoup utilisé dans beaucoup de constructions de bâtiments. Donc ça, c'était vraiment l'approche également de ce groupe-là.
Il y a un second groupe également qui, en tout cas, se proposait de transformer les déchets urbains en compost mûr et à commercialiser cela. Et il y a l'image également, en tout cas, qui est assez parlant, qui montre un peu tout ce qu'il y a comme déchets et comment ces déchets-là sont peut-être mal gérés. Et il se propose en tout cas de pouvoir l'utiliser avec l'image d'en bas, de pouvoir les transformer en compost. C'est vrai qu'on ne peut pas revenir sur tout le parcours également des uns et des autres pour mieux expliquer pourquoi ils sont allés sur les déchets. Puis je dis que dans les plans de développement de la ville, il y a également des zones vertes, des espaces verts qui sont également valorisés à travers la production végétale, la production maraîchère. Donc, il y a une forte demande également en ce type de matériaux, en ce type de fertilisants. Donc, ce groupe également se propose également de pouvoir mettre à la disposition, en tout cas, de satisfaire cette demande-là à travers également l'utilisation de ces déchets-là. Il y a le troisième groupe également qui avait une autre approche également, puisque avec les déchets plastiques également, il y a la création en tout cas d'un centre de traitement et de valorisation des déchets. Et là, c'est vraiment une approche vraiment holistique. Lorsqu'on parle de valorisation des déchets, il y a différentes approches. Et ici, on a vraiment une approche assez, on dirait, de culture, un peu culturelle, artisanale, où la matière plastique également est déjà transformée en fil. Et ce fil également sera utilisé maintenant pour également tisser des sacs ou d'autres types de matériaux, et en tout cas qui seront commercialisés. Donc, vraiment toujours une approche sur, en tout cas, les déchets plastiques. On arrive au quatrième groupe. Je mentionne tout simplement que ce quatrième groupe a reçu également une mention spéciale du jury. C'est vrai que ce n'est pas le groupe qui a été primé, mais qui a reçu vraiment une approche, en tout cas une mention spéciale. Ce groupe avait pour approche également de la fabrication de charbon écologique, et vraiment qui a une approche vraiment différente des trois premiers que nous venons de voir. Ça, c'est vraiment l'utilisation également des déchets organiques qui seront utilisés maintenant pour pouvoir produire, en tout cas du charbon. Ça résout également ce problème des pays sahéliens comme les nôtres où le bois est déjà un luxe. Donc, utiliser également encore du bois des forêts comme le bois de chauffe également va aggraver la situation. Donc, cette, en tout cas, technologie-là venait résorber un peu ce problème-là. Donc, également, il y a un peu des questions de déchets, aussi des questions environnementales, voilà, qui, en tout cas, cette solution se propose également de pouvoir apporter déjà, en tout cas, quelques éléments de solution par rapport à cette problématique. Le dernier groupe également qui a reçu le premier prix et se proposait en tout cas de mettre en place une unité de valorisation des déchets municipaux en compost et en broyat plastique. Ce groupe ne s'attaque pas seulement qu'à une composante des déchets, mais peut-être à l'ensemble des composantes de déchets qui peut produire également une municipalité, notamment tout ce qui est déchets plastiques, tout ce qui est déchets organiques. Et elle a la particularité également de vouloir travailler également sur le changement de mentalité, puisqu'il y a un travail qui est fait depuis les ménages, avec la sensibilisation sur la séparation également des déchets, le tri des déchets depuis les ménages, ainsi de suite, avec une motivation sur le coût de ramasser de ces déchets-là, qui amènera peut-être sur la durée également à ce que les gens aient vraiment une approche différente avec sur les déchets, et également de pouvoir satisfaire toujours cette demande de matière organique. On ne cesse de le dire que notre pays est caractérisé par, le sol de nos pays en tout cas sont caractérisés par leur faible teneur en matière organique. Donc valoriser directement ça également sera vraiment un plus. Et ce groupe également se veut travailler un peu dans la durée sur les broyats. D'abord, leur approche avec la matière organique, c'est d'abord de faire d'abord des broyats et de commercialiser ces broyats, et dans la durée, se permettre maintenant de peut-être aller sur la transformation déjà de ces broyats avec la production des différents matériaux qui sont vraiment demandés également par certaines entreprises. Donc, voilà un peu les différentes approches également que ces groupes ont eues par rapport également à à la thématique. Et il faut noter également que c'est vraiment des approches très entrepreneuriales, parce que depuis les différentes discussions et autres, je pense que, en tout cas, la question a été vraiment mise sur la nécessité d'aller sur quelque chose de vraiment pratique, quelque chose qui peut être tout de suite utile, qui est vraiment utile pour nous, parce que ce que je n'avais pas mentionné dans les différentes compositions des groupes, il y a également des entrepreneurs innovateurs qui sont incubés au niveau de l'ENAFA de Matroko, qui faisaient partie également de ces différents groupes, qui sont vraiment très intéressés par tout ce qui est vraiment entrepreneuriat et tout ce qui est création d'emplois. Donc, l'idée vraiment, c'était vraiment d'aller sur ça, comme un de mes prédécesseurs le disait, l'emploi
salarié ne peut pas être pour tout le monde et il faut vraiment aller sur également la création d'emplois, créer de l'emploi pour soi-même et créer de l'emploi également pour les autres, ce qui permettra en tout cas de pouvoir créer la situation. Et pour nous ici également, c'était vraiment que les gens, à travers les sorties, c'est que les gens aient un autre rapport vraiment avec ce qu'on appelle déchets. Pour nous, les déchets, à travers les différentes présentations, ce n'est pas forcément des déchets, mais c'est ici une matière première qui peut être utilisée pour créer également des ressources et une matière première également qui, en tout cas, permet également de créer de l'emploi. En termes de conclusion, il faut dire que les résultats ont été vraiment assez satisfaisants. Satisfaisants parce que, en tout cas, l'approche a été comprise par les uns et les autres. Et la plupart des projets qui ont été élaborés avaient vraiment un écho assez favorable. Je pense que la mairie également s'était engagée à travailler à ce que certains projets également puissent également compétir pour certains, en tout cas, tremplins pour pouvoir également avoir peut-être des financements. L'avantage également, c'est que les projets étaient tout de suite, en tout cas, finançables pour certains, parce que l'approche était vraiment assez bien élaborée. Et tout de suite, on pense que des éléments peuvent être vraiment assez structurés pour que ça puisse commencer. L'autre côté également, c'était vraiment la faisabilité des différentes propositions, comme je le disais. La plupart des approches étaient tout de suite faisables, quitte à ce que, en tout cas, un travail soit fait là-dessus. Mais vraiment, je pense que la matière première, voilà, ce n'est pas ce qu'il faut courir longtemps pour chercher. Je pense qu'à chaque carrefour, les déchets sont disponibles. Il faut juste s'organiser pour pouvoir juste les récupérer. Il y a aussi la possibilité de financement qui est assez important au niveau des conclusions que nous retenons. C'est vrai que les projets sont là, mais il faut également qu'on puisse également avoir des sources qui sont, en tout cas des bailleurs qui sont prêts peut-être à accompagner également le dispositif. Sinon, si ça reste juste un exercice, je pense que ça peut également être un peu faible à ce niveau. Mais s'il y a des partenaires qui sont là et que des projets d'entreprise, et en tout cas de création d'entreprise, puissent être accompagnés, je pense que ça motivera beaucoup plus d'autres choses et d'autres partenaires. Et les autres climatons également auront énormément d'engouement. Et même à ce niveau-là, je pense que à ce niveau aussi, peut-être la recherche également de sponsors également aura également un fort impact à ce niveau. L'autre conclusion que nous retenons, c'était vraiment le temps imparti. Il était un peu court, notamment pour des plans d'affaires assez élaborés sur l'entrepreneuriat et tout ce qui est côté idéation, tout ce qui est côté budget. Donc, à ce niveau, je pense que si on allait peut-être à 2-3 jours, ça permettrait certainement aux candidats de mieux structurer les activités et d'être beaucoup plus impactants. Comme conclusion également, nous, au niveau de l'ENAFA de Matroco, nous pensons pouvoir travailler également à une adaptation également de l'approche du climaton dans notre processus d'incubation des entrepreneurs agricoles. Au-delà peut-être de l'aspect climat, on pense qu'il est possible également peut-être de l'adapter à d'autres types, en tout cas, de réflexion collective avec des mini-groupes sur d'autres types de thématiques pour que les gens puissent également aller à l'élaboration des plans d'affaires. Qui dit entrepreneuriat dit élaboration des plans d'affaires, de business model. Et je pense que ce que nous avons pu expérimenter sur le climaton peut servir également à d'autres aspects également de la formation ou de la recherche, en tout cas, de solutions par rapport à les plans d'affaires. Bon, on est un peu pris par le temps, sinon on a juste une petite présentation de notre incubateur qui est là, mais comme le temps manque, je pense qu'on va économiser là-dessus et permettre également à Moussa qui est là, peut-être de dire quelque chose. Merci. Très bien, Moussa, on vous laisse la parole, mais vraiment en 1 minute, et on partagera de toute façon les présentations complètes. Hein. Merci beaucoup, Abdoulaye. Moussa, à vous. Okay. Merci Hervé. Moi, c'est Moussa Victor Yerbanga. Je suis donc étudiant conseiller d'agriculture à l'ENAFA de Matroco. Vraiment, vous remercier pour cette plateforme que vous nous offrez de partager notre expérience par rapport au climaton que nous avons eu à réaliser en février dernier. Donc, comme professeur Guiré l'a dit tout de suite, lors du climaton, les 5 équipes qui constituaient le climaton de Bobo-Dioulasso ont relevé le défi de la gestion des déchets au niveau de Bobo-Dioulasso comme un défi majeur. Et donc, c'était un défi qui était une préoccupation également pour la municipalité de Bobo-Dioulasso. Donc, les étudiants ont été amenés à travailler sur ce défi et proposer donc des solutions pour relever donc ce défi.
Donc, nous, notre groupe a travaillé donc, sur une unité de valorisation des déchets plastiques municipaux, des déchets en compost et en broyat plastique. Et nous avons donc été lauréats du Climaton. Donc, qu'est-ce que nous avons proposé? Donc, notre projet donc, visait donc, à résoudre deux problématiques, à savoir réduire la prolifération donc, des déchets plastiques au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso et également proposer un produit du compost, de la fumure organique aux producteurs qui pratiquent l'agriculture périurbaine parce que c'est un aspect très important au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso parce que l'agriculture périurbaine est un élément très important. Donc, notre solution donc, visait donc, à résoudre donc, ces deux éléments. Donc, notre projet, concrètement, il s'agit de collecter donc, des déchets ménagers auprès des ménages et de les trier par avance en déchets biodégradables et en déchets non biodégradables. Donc, cette première phase donc passée, il s'agit de les transformer donc en compost d'une part et d'autre part de transformer les déchets plastiques donc en broyat plastique. Donc voilà donc le projet que nous avons proposé. Donc au finish, ce projet donc allait réduire donc la prolifération des déchets plastiques et également créer de l'emploi au profit des jeunes. Donc voilà donc grosso modo ce que je pouvais dire sur notre projet que nous avons proposé au niveau du Climaton de Bobo-Dioulasso. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Moussa. Alors, on n'a pas eu le temps, on est vraiment désolé de rentrer dans les questions-réponses. N'hésitez pas quand même à nous faire, en vous avons envoyé une adresse, à nous faire part de vos questions. On y répondra individuellement. Ce que je voudrais faire, c'est remercier l'ensemble des participants. J'espère qu'on va vous donner le goût de monter votre propre climaton. J'ai mis l'adresse de Climate Key qui donne la méthodologie précise. Il y aura une prochaine séance de climaton officielle au mois d'octobre, hein, parce que le climaton, c'est un phénomène mondial. On peut l'organiser en même temps que d'autres structures. Et puis, on espère aussi qu'à travers le contact avec la FAO, vous pourrez aussi émettre vos souhaits de monter des opérations et de vous mettre peut-être en contact avec ces trois villes de Kaffrine, de Maradi et de Bobo-Dioulasso, hein, parce qu'elles sont très dynamiques depuis cette opération. Le mot de la fin, c'est Amélie qui nous le dit en 1 minute. Et puis, on remercie encore une fois Rise Africa et ICLEI pour cette opportunité. Hervé, oui. Farida est arrivée. Oui, alors, le mot de la fin pour Farida. Bonjour. Farida, vous nous donnez le mot de la fin avec Amélie, peut-être, ou vous sent? On vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Très bien. Farida, on a qu'1 minute qui nous est consacrée pour la fin. Ok, je me présente pour le nom de Anne Sophie, une des étudiantes et le mot que j'ai à passer, c'est que je suis. Et on n'entend pas malheureusement. On n'arrive pas à distinguer vos. Ok.
À mon avis, Hervé et Farida, désolé, mais on vous entend Ouais, trop mal. très très peu. Donc on laisse à Amélie la conclusion finale. Amélie. Ben, en fait, tout a pas mal été dit en termes de conclusion. Sinon, encore une fois, merci. Puis aussi, si vous avez été inspiré par cette expérience basée sur l'intelligence collective, qui est la méthode du climaton, alors n'hésitez pas à l'utiliser. C'est fun, c'est simple et très accessible. Merci et au revoir. Merci à tout le monde.